Bonsoir madame et bonsoir messieurs. Nous allons nous entretenir ce soir dans le cadre de notre émission Point de vue avec monsieur Fiyou Ndondoboni, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Notre invité de ce soir est architecte, président du parti Orange et coordonnateur de ce qu'on appelle la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, CAL en sigle. Merci monsieur Fiyou d'être là une fois de plus ce soir pour débattre de l'actualité telle qu'elle évolue chez nous actuellement. Alors, tout d'abord, alternance. Une année après, et avec dans sa suite la mise en place d'un gouvernement de coalition. Bien des choses sont en train d'être dites ou ont été dites. Alors, aujourd'hui, quelle est votre lecture ? Avant toute chose, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'invitation. Vous savez que les téléspectateurs ont toujours besoin de comprendre et de comprendre les choses, comment ça se passe. Et pour moi, c'est un grand honneur, justement, je puisse avoir cette opportunité de communiquer à cette population. Une année d'alternance, une année après, quelle est la situation en ces jours? C'est ça votre question. Je pourrais résumer ma réponse en 3 axes. Première chose, c'est sur le plan politico-sécuritaire. Ouais. Deuxième axe sur le plan diplomatique. Troisième axe sur le plan action. Je vous en prie. Voilà. Premier axe sur le plan politico-sécuritaire. La question de la décrispation, le problème politique dans ces pays a été vidé. Vous savez qu'il y a eu accord en 2016, l'accord de Saint-Sylvestre, où il y avait un certain nombre de questions qui devraient être réglées. Le chef de l'État s'est engagé, quand il a fait son discours de 100 jours, sur cette question et que tous les prisonniers politiques, tous ceux qui avaient des problèmes d'ordre politique devraient être libérés ou ces problèmes devraient être résolus. Donc aujourd'hui, cette question de la décrispation est vidée. Sur le plan sécuritaire, il y a le problème qui se présente de l'Est et nous avons à faire maintenant avec une armée mobilisée, déterminée et les territoires sont en train d'être conquis et donc c'est un succès pour nos FARDC qui a pratiquement le soutien de l'ensemble de notre peuple et l'accompagnement personnel du chef de l'État. Et l'état-major même de l'armée s'est installé à l'Est. Ça fait partir de promesses que le chef de l'État avait faites. L'état-major avancé comment? Avancé, oui. Il y a eu permutation de personnes, ceux qui étaient de l'autre côté sont allés dans un autre coin. Des officiers. Tout cela, justement, pour garantir le succès sécuritaire. Il y a la question de Yumbi également, qui est un problème sécuritaire. Le chef de l'État s'y est attelé. Il a même reçu les notables de Yumbi de manière à ce que cette question soit totalement vidée. Donc, dans l'Ituri Yabouya. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y a les actions concrètes qui sont en train de se faire de manière à ce que la stabilité arrive. Donc, sur le plan politico-sécuritaire, nous constatons qu'il y a un grand élan politique se vider, sécuritaire, il y a de progrès. Donc, c'est positif. Sur le plan diplomatique, nous avons vu le chef de l'État circuler pratiquement le monde entier pour redonner une nouvelle image d'un grand Congo. Pas un Congo qui tend la main pour pleurer, mais un Congo qui se présente comme une terre d'opportunité et que ses investisseurs devaient venir de manière à ce que le Congolais puisse avoir l'emploi, le Congolais soit en mesure de produire, les Congolais, l'image positive du Grand Congo puisse revenir. Quel est le bilan aujourd'hui sur le plan diplomatique? Le tapis rouge, le chef de l'État a été élu premier vice-président aujourd'hui de l'Union africaine, il sera le président l'année prochaine. C'est un succès diplomatique. Et aujourd'hui, le tapis rouge est étalé dans toutes les grandes nations du monde pour notre chef de l'État. C'est un grand succès. La perception négative de notre nation aujourd'hui a changé. On regarde la RDC avec un regard plus ou moins positif. Donc, c'est un grand succès. Sur le plan des actions ou des activités qui devaient être faites dans les cas des 100 jours, effectivement, c'est là qu'il y a quelques faiblesses parce que... Ça piétine. Oui, il y a quelques faiblesses. La faiblesse, vous savez, quand vous prenez un papier blanc avec un point noir à l'intérieur, vous posez la question à une personne, qu'est-ce que vous voyez? La personne ne verra que le point noir. Il ne verra pas le blanc qui constitue l'ensemble du papier. Il est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les cas de 100 jours du chef de l'État, beaucoup qui ont été faites, mais il y a quelques éléments également qui ont subi de retard ou qui n'ont pas été correctement faites par les personnes qui devaient piloter ces projets. Les financements.
il y a également, il y a toutes ces choses, mais du moins, d'une manière générale, il y a de faiblesses dans certaines des actions, mais les initiatives sont prises dans le sens, justement, de régler toutes ces questions, particulièrement la question des sauts de moutons, par exemple, à Kinshasa. Il y a d'autres projets à l'intérieur de la ville, mais du moins, l'élément frappant, ça concerne la ville de Kinshasa, c'est qui concerne la question de sauts de moutons. Peut-être au meilleur moment, nous allons revenir en détail, mais d'une manière globale, si nous devons faire le bilan aujourd'hui d'une année, nous dirons que nous sommes dans une situation où la plaie est en train d'être soignée. Il y a une certaine souffrance dans le sens que les éléments négatifs sont en train d'être enlevés dans la plaie, de manière à ce que la guérison soit profonde et efficace. Oui, donc, justement, vous affichez, M. Fillou, un tableau. Nous sommes positifs et un tableau nous tout croyons à fait, que le tableau est positif. Oui, le tableau optimiste, positif, comme vous le dites, mais nous assistons tous les jours à des éléments qui risquent de fragiliser ou qui seraient en train de fragiliser. Par exemple, quand on suit les propos des uns et des autres entre les caches et le FCC ou à l'intérieur des caches même, mais on a l'impression que l'implosion est en train de venir. Ouais, il est vrai, les grands esprits discutent autour des idées, les esprits moyens discutent autour des événements, les petits esprits discutent autour des individus. Le chef de l'État est au-dessus de toute cette considération. Oui. Le chef de l'État est en train de voir le Congo. Que devra devenir le Congo demain ? Quel acteur politique devra bâtir avec moi le Congo de demain, parce qu'il considère FCC, Cash ou toute autre personne comme les enfants congolais, les experts, la société civile, CAL et tous se retrouvent dans un environnement où ils ont un apport à apporter pour bâtir oui, la mais on a l'impression que l'entente, c'est seulement entre le chef de l'État et le chef de file du FCC. Oui. C'est ça, mais la base elle-même, est-ce qu'elle comprend donc ce qui se passe dans cette coalition exactement? Le problème, il faudra que les uns et les autres comprennent que le problème du Congo, ce n'est pas la coalition. La coalition, c'est une organisation humaine pour arriver au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, dans sa façon de faire, de dire, chacun doit sortir de la coalition. Parce qu'en fait, la gestion de l'État, c'est l'ensemble, ce n'est pas la coalition. La coalition, c'est un moyen qui a fait venir les gens au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, les cordons devront se séparer avec cette coalition. C'est un peu ce que le chef de l'État a fait. Il est au-dessus de toute considération FCC Cash. Et chaque acteur politique doit avoir cette attitude pour sortir de cette considération, de manière à ce qu'il puisse voir Congo. Il est au-dessus, je veux bien, mais... En dehors d'au-dessus, en tant que chef de l'État, c'est au-dessus aussi en tant qu'humain dans la considération. Parce qu'un ministre qui a été envoyé par FCC ou par Cash doit se dire il est au-dessus de cette considération en tant que ministre. Parce qu'en fait, quand il pose des actes en tant que ministre, les actes devraient être posés en tant que ministre de la République, non pas en tant que délégué de FCC ou de Cash dans ses gouvernements. La coalition, c'est le soubassement, c'est la fondation même c'est la base, si vous voulez, de cette assise. Mais non, si aujourd'hui... la base... Oui, mais si aujourd'hui, il y a des voix donc, qui demandent au chef de l'État de pouvoir casser de faire de cette coalition avec le Cash et avec le FCC, mais on a l'impression que le besoin de les choses ne marche pas. Non, c'est parce que les gens ne prennent pas de la hauteur. En réalité, FCC comme Cash, comme affaires privées, ne peuvent pas en eux déstabiliser le pays. Ce sont les institutions de la République qui peuvent poser cet acte-là. Comment? Si FCC, étant donné qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il devra agir via l'Assemblée nationale. Le FCC comme structure privée n'a aucune influence, n'a aucune décision, n'est pas constitutionnelle. Ce sont les institutions qui sont constitutionnelles. Ouais. Maintenant, une fois que chaque individu faisant partie de ces structures informelles qui ont fait que les uns et les autres arrivent au pouvoir, il faudra, une fois que chacun dans les institutions voit l'intérêt du Congo... Les structures privées influencent, si vous voulez. Je suis totalement d'accord avec vous. Et beaucoup. Je suis totalement d'accord. Mais ça influence pourquoi? Parce que les uns et les autres qui sont aux affaires ne voient pas l'intérêt du Congo. Ils voient les intérêts qui encore sont privés. Mais si chacun voit l'intérêt du Congo, mais en fait,
Ils vont voir la population a besoin de telles choses, la population a besoin de manger, il a besoin de se vêtir, il a besoin de se soigner. Donc notre discussion est secondaire. Parce que le peuple congolais, comme le chef de l'État le dit, dans sa vision, au premier point, l'homme devra être au centre. Le peuple congolais a besoin d'un certain nombre de choses et il faudra que les acteurs qui ont eu la grâce d'être mandatés par ces structures privées comprennent qu'ils devraient apporter un apport important pour que la mission, le mandat du chef de l'État soit un succès. Est-ce qu'ils ont compris? Justement, c'est ce travail à faire. Qui risquent de poser la machine. Chacun... Regardez par exemple ce qui s'est passé en Colombie avec cette histoire des drapeaux. Mais vous avez suivi l'évolution. Non, c'est un problème d'éducation civique. C'est un problème d'éducation civique. C'est un problème d'éducation civique et des responsabilités de partis politiques. Quand vous avez déjà un leadership à un certain niveau, vous dites qu'au Betty n'a Betty, au Betty n'a Betty, vous voulez que la base fasse quoi? Parce que c'est le leadership qui est censé être un modèle. Vous comprenez? Les gens ne sont qu'en train de copier la médiocrité, entre guillemets, d'une certaine catégorie de leadership. Il faudra que ce leadership la change. Une fois que la leadership la change d'attitude, de façon de faire et d'agir, la conséquence, ça va aller de soi. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand une partie de l'opinion, de ce que vous appelez les privés, demande au chef de l'État de dissoudre le Parlement? Le chef de l'État a clairement dit. Le chef de l'État n'est pas allé dans le sens qu'il va dissoudre. Le chef de l'État a fait un message clair. Oui, il a dit pour ça. Faire comprendre à l'ensemble de la population que toute chose qui se présentera en face de lui, qu'un homme obstacle à sa mission, il utilisera tous les moyens constitutionnels pour les balayer, le mettre à côté. Oui, mais dans le cas de l'Assemblée nationale, ces propos ont il été y a la récupérés dissolution. Autrement. Oui, sur les peu terrains, importe. Sur les terrains, quand les gens vont jusqu'à pousser le chef de l'État à aller dans ce sens-là. Mais si la coalition, si l'Assemblée nationale comme institution, parce que devient un obstacle au chef de l'État, par rapport à sa mission, le chef de l'État n'a pas mâché les mots. Il a la possibilité constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a dit. Oui, donc, c'est constitutionnel, oui. Nous sommes dans un État démocratique. Maintenant, chacun est en train de développer ses propos. Est-ce que nous devons suivre le propos des uns et des autres ou nous suivons la ligne conduite sous la vision telle que le chef de l'État est en train de mener le pays? Donc, ici, il est question que chaque acteur politique se dise: je devrais avoir une attitude, un comportement, une réaction, des réactions responsables qui me permettent de contribuer à ce qu'une nation forte et puissante soit bâtie. Et c'est à ce niveau-là le travail doit se faire. Si nous avons affaire à un ministre, à un responsable d'une institution qui elle-même n'arrive pas à comprendre son rôle en tant qu'institution ou responsable d'une institution, ou son rôle en tant que leader politique dans une nation comme la nôtre, ou son rôle dans l'environnement actuel, puisse avoir des discours, des attitudes qui vont dans le sens de bloquer les actions du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas mâché tes mots, donc cette personne sera mise à côté. Mais est-ce que la faute n'incombe pas, vous ne trouvez pas, aux leaders politiques, dont les hauts placés, qui ne parviennent pas à assurer une certaine éducation politique à la masse? Effectivement, le Congo... Parce que les leaders comprennent peut-être la question autrement, mais la base la perçoit dans un autre sens. Le grand problème du Congo, c'est un problème d'homme. L'homme, à tous les niveaux, du plus haut comme au plus petit, c'est un problème d'homme. Regardez les attitudes, les comportements des uns et des autres. Quelqu'un qui veut rentrer en service, j'étais en train de discuter la fois passée, le film de Mohamed Ali qui devait être tourné ici n'a pas été tourné ici parce qu'une personne a exigé à un moment qu'on lui donne l'argent avant qu'il accorde à ce que l'action se fasse ici. Vous comprenez? C'est un problème d'homme. La République a perdu même l'âme de ces films qui devaient se faire ici, est allé se faire dans une autre nation. Il y a beaucoup de films, beaucoup de films qui sont en train de... Même le film de Lumumba, la même chose. Ça a été tourné en dehors du Congo parce que quelqu'un qui n'a pas l'essence de la grandeur de notre nation s'est attaché à des éphémères, exiger une somme d'argent avant que ce film soit fait. Donc le vrai problème du Congo, c'est un problème d'homme. Il faut que l'homme à qui on a confié la responsabilité comprenne que ces responsabilités ne font pas de lui un roi, mais plutôt un serviteur. Il est serviteur au service des autres et devra faire les choses de manière à ce que toutes les actions soient alignées et que la finalité, l'action générale du chef de l'État soit un succès. Mais une fois que les gens commencent à avoir des attitudes, des comportements pour satisfaire les individus qui les ont placés, c'est à ce moment-là que les problèmes se posent. Alors, l'alternance, M. Fiyou Ndondoboni, l'alternance,
vous êtes optimiste qu'elle est sur le droit chemin et qu'elle doit avancer et plus rien ne peut l'arrêter. Je suis très optimiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une année après, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir, ça c'est la première chose. Deux, c'est la détermination et la conviction du chef de l'État, son engagement dans cette action. Et cet engagement, cette détermination, cette volonté de faire tourner la roue dans les sens du développement est tellement forte que je ne vois pas la force opposée qui pourra empêcher cette détermination. De deux, les promesses faites par rapport à cette année de l'action. Le chef de l'État s'est engagé disant que cette année est une année de l'action. Et ces actions vont s'articuler autour de 5 axes importants. Première, ce sont des réformes qui vont être faites. La réforme de la justice, la réforme de la santé, la réforme dans le, comment on appelle, le cadre de climat des affaires, la réforme sur l'agence de lutte contre la corruption et la création de 5 zones. Alors, la première année, vous voulez dire, pour le chef de l'État, la première année de réformes. A été une année d'observation. D'observation. Donc, les actions, il faut les attendre. Non, les actions, il a promis, devant, il a dit, quand il s'est retrouvé devant les congrès, 2020, c'est une année d'action. Il a commencé ses actions. Première chose, il attaque la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. Donc, au niveau de la justice, il y a une décision, des ordonnances, nominations, et les personnes qui ont été nommées ont une mission à accomplir. Ils vont attaquer, il va avoir une réforme profonde, et puis il va avoir un travail approfondi, parce que la corruption, la lutte contre la corruption va avec la justice. Donc, il faut avoir une justice aguerrie de personnes de confiance, des personnes clés qui vont jouer ce rôle. Donc, la première action a déjà commencé et les autres actions vont s'en suivre. Donc, ici, il y a un espoir. Il y a un espoir parce que la détermination du chef de l'État est irréversible et on ira certainement... Encore faut-il que cette détermination soit intériorisée par toute la population. On a l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, on a l'impression que la classe politique ne communique pas assez. Il est vrai? Elle ne communique pas. Il y a trop de choses qui sont conçues en fait au-dessus, mais à la base, qui sont soit ignorées, soit mal interprétées, et personne ne s'en fait. Et ça crée la rumeur que l'on connaît dans les réseaux sociaux et même dans l'opinion. Exactement, je suis totalement d'accord avec vous, raison pour laquelle on se retrouve là pour éclairer l'opinion, justement. Donc, vous savez, quand quelqu'un a une blessure profonde, quand il se retrouve dans l'hôpital, la première chose que l'on fait, c'est nettoyer cette blessure-là. Quand on nettoie la blessure, il est vrai, la personne a très mal. Le chef de l'État lui-même, personnellement, est conscient de la difficulté des problèmes que traversent les Congolais. Il en est conscient. Dire qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui, dire que tout est rose aujourd'hui, ce n'est pas dire la vérité. Il y a des difficultés. J'ai fait 4 heures du temps, personnellement, pour aller à l'aéroport, bloqué au niveau de Pont-Matete, le saut des moutons de Pont-Matete. Je fais 4 heures du temps. J'ai vu la population, comment elle est en train de faire le pied, le demi-terrain, comme on le dit, d'un coin vers un autre, le marais humain qui circulait après à pied. J'ai vu dans les réseaux sociaux comment cette maman, les comportements des uns et des autres ont arraché son bassin de foufou qu'il a perdu. Donc, les problèmes sont là, sont énormes. Sur le plan économique aussi. Sur le plan économique, il y a l'impact négatif à cause de l'investissement important qui est affecté dans la question de la sécurité à l'Est. L'argent va là-bas pour sécuriser notre territoire. Les problèmes sont énormes. Le chef de l'État en est conscient et il s'engage pour des solutions durables. Je disais, quand on a une blessure, on a un problème, le médecin ou l'infirmier qui est en train de se soigner va commencer d'abord par nettoyer la plaie. Et quand tu nettoies la plaie, tu souffres, tu as mal. Mais l'objectif final, c'est quoi? C'est que le produit qu'on va appliquer, une fois bandé, dans un court délai, la solution soit trouvée. Nous sommes dans cette étape-là. Le pays s'est retrouvé dans une profondeur de problèmes, des difficultés dans tous les secteurs. À un certain moment, on ne sait même pas par où commencer. Mais le chef de l'État s'est engagé. Il a identifié les problèmes. Pour l'instant, il est en train de travailler dans la solution de remède. La question de la gratuité aujourd'hui. On parle de la gratuité de l'enseignement seulement sur une facette qui est le 80% des problèmes. Mais on ne relève que les 20% par exemple des problèmes. Mais on ne relève pas le 80% des solutions qu'a apporté cette histoire de gratuité. On n'a pas dit, on ne signifie pas que des enseignants qui touchaient autrefois 50 000 francs, qui
sont à plus de 80% dans la République, aujourd'hui, ils sont au-delà de 300 ou 400 000 francs le mois. On ne le dit pas. Mais sur ce sujet-là, mais le problème de qualité, mais c'est vrai, tout le monde parle, mais tout le monde parle du social, mais il y a une bonne partie d'enseignants qui sont démotivés. Vous savez, et qui risquent de lâcher. Non, mais la démotivation... et la qualité va en pâtir. Ouais, est-ce qu'on en parle suffisamment? Oui, évidemment, il y a la question de la qualité, il y a la question sociale, d'une part, c'est-à-dire le salaire, il y a la question de la qualité. Mais l'enseignant qui était démotivé devant 50 élèves qui touchaient 50 000 francs, qui se retrouve en face de 120 élèves avec un salaire de plus de 400 000 francs, dites-moi, la motivation qu'il va avoir à enseigner les 120 élèves face à la démotivation qu'il avait en face des 50 élèves, qu'est-ce qui sera mieux? Quand vous faites la balance, vous allez vous rendre compte que la motivation qu'il aura face à 120 élèves sera positive par rapport à la démotivation de son salaire. Encore que les infrastructures n'ont pas... Il est vrai. Voilà pourquoi dans le budget, il y a un engagement de construire plus ou moins 10 000 salles de classe l'année ici. Ça fait partie justement des actions de manière à ce que dans les temps, ça résolve ces problèmes. La révolution, quand elle est faite, le changement a un prix. Le changement, c'est un monde de risque. Quand on s'engage à faire les changements, la roue, avant de commencer à tourner, il y a quelque part des personnes qui payent le prix. Il y a quelque part des personnes qui payent le prix. Nous sommes cette génération qui payons le prix justement de ces changements. Mais les années qui viennent, nos enfants, nos petits-enfants vont vivre l'effectivité de ces changements qui est celui de la gratuité et autre chose. Année de l'action, nous disons, mais sur le plan économique, c'est pas... le budget, c'est qu'il est, on a parlé de 11 milliards, bon, le ministère des Finances parle du soir des trésoreries avec 5. Mais où est-ce que le chef de l'État va trouver de l'argent pour faire face à tous ces défis-là? Bon, d'abord, il y a encore que nous nous sommes engagés, nous sommes jetés directement entre les bras du FMI et de la Banque mondiale, qui, ces deux institutions, elles, ne se gênent pas à vous imposer des conditionnalités assez strictes. Bon, évidemment, les conditions seront là et vont toujours être là dans un système global dans lequel nous nous retrouvons, mais tout va dépendre maintenant de notre propre leadership pour savoir comment discuter, négocier face à la pression extérieure. La question que vous me posez est celle du budget, la loi budgétaire, le budget qui a été voté au Parlement, estimé autour de 11 milliards de dollars, face à la déclaration que le ministre des Finances a faite par rapport au plan de trésorerie, autour de 5 ou 6 milliards de dollars, et qui fait qu'il y a un débat autour de cette question sur notre budget. Nous devons savoir que le budget, d'une manière générale, c'est l'expression prévisionnelle de nos ambitions. C'est-à-dire, nous rêvons faire des choses cette année, et nous chiffrons notre ambition de faire dans le sens de la dépense comme de recette. Nous disons que nous allons faire telle chose, telle chose, telle autre chose. Mais nous chiffrons ce besoin et nous disons aussi où est-ce que nous allons avoir l'argent pour faire ces choses. La source de cet argent peut être notre propre production. La source de cet argent peut être un donateur qui vous dit « je vous donnerai telle somme ». La source de cet argent peut être aussi nos réserves que nous avons. Nous injectons dans le budget de manière à ce qu'on investisse un projet qui produira plus tard. Vous comprenez? Alors, ça c'est le budget. Maintenant, chaque acteur, il y a des initiatives nouvelles que l'on prend même pour que nous puissions créer la production. Là où il n'y avait pas d'argent, nous prenons l'initiative pour que ça puisse créer des revenus de manière à ce que nous soyons en mesure de rassembler l'argent. Ça c'est le budget. Mais les plans de trésorerie, c'est une autre chose. C'est identifier l'effectivité du cash dont on aura besoin pendant l'année. Je donne un exemple. Il y a un projet, par exemple, le gouvernement s'engage à faire une route d'autant de kilomètres qui coûte, par exemple, 2 millions de dollars ou 10 millions de dollars. Dans l'exercice budgétaire, on va dire qu'il y a un engagement de 2 millions ou 10 millions qui est pris. C'est-à-dire, si le montant du budget était 100 millions, il reste 90 millions. Donc, on ne fera plus de dépenses au-delà de 90 millions parce qu'il y a 10 millions qui sont déjà partis dans le budget. Vous comprenez? Parce qu'il y a un bon de commande ou il y a un contrat signé à cette hauteur-là. Mais dans la trésorerie, selon les modalités de paiement, on peut se dire, la première année, nous te payons 5 millions. La deuxième année, nous te payerons 5 autres millions.
Mais au cours de l'année, le plan de trésorerie pour avoir du cash à payer va tenir compte de 5 millions de l'année en exercice. Donc, ça va faire un engagement de 10 millions, mais le paiement effectif du cash sera de 5 millions, inférieur à l'engagement. Vous comprenez? Donc, le plan de trésorerie, c'est un support qui permet de faire des prévisions en termes de dépenses pendant une période. Je suis d'accord avec vous, M. Fillou, mais est-ce que le gouvernement avait tenu compte de tous ces paramètres au moment où il allait défendre ce budget? Mais évidemment. Quand le ministre... Puisque j'ai entendu même quelqu'un mettre en cause le Premier ministre qui sera allé défendre le budget. Moi, j'ai été gestionnaire des projets dans un multinational de plusieurs années, pendant plusieurs années. Vous avez un budget de 10 millions, 20 millions pour un projet, vous avez donc signé un contrat et chaque 3 mois, on devait faire ce qu'on appelle le plan de trésorerie ou le plan de décaissement. C'est-à-dire vous devez signifier que dans les 3 mois qui viennent, moi, dans mon projet, il y a planification des paiements de tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur. J'aurais besoin, par exemple, de 600 000 $. C'est-à-dire, dans le plan de la trésorerie, pour l'affectation de l'argent, on dit que ces projets auront besoin de 600 000 $. L'argent peut être, mais du moins la trésorerie, on sait où est-ce que les dépenses vont aller. Ça n'a rien à voir avec le budget qui est une planification, il y a des revenus, il y a des sorties. Le plan budgétaire, ce sont le paiement, ce sont les engagements par-ci, par-là, ce sont les dépenses fixes, c'est tout ça qui sont planifiés pendant une certaine période et ça n'a rien à voir avec le budget. Donc les programmes du gouvernement ne seront pas affectés? Non, ils ne seront pas affectés parce qu'en fait, toutes les initiatives qui sont prises vont fonctionner normalement parce qu'il faut qu'on se le dise. Quand on fait un budget de 10 milliards, mais peut-être tous les 10 milliards ne seront pas. On peut faire des revenus au-delà, on fait un budget de 11 milliards. Le revenu prévu peut aussi être au-delà de 11 milliards. Ça peut être au-delà de 11 milliards. Mais si le revenu prévu va au-delà de 11 milliards, ça constitue une réserve de la République. Mais la prochaine année, cet argent peut être affecté pour un investissement. Ça crée une source venant de réserve dans un budget ultérieur. Donc, la question budgétaire est totalement différente du plan de trésorerie qui a un support économique important qui aide le financier à avoir un tableau de bord qui leur permet de travailler. Je ne suis pas économiste, je suis architecte, mais avec l'expérience que j'ai dans la gestion des projets, je sais facilement faire la différence. Les économistes qui me suivent peuvent peut-être, si je suis à côté, ils peuvent peut-être sous réserve de leur orientation. Mais du moins, je suis rassuré, convaincu de ce que je dis. Dans la pratique de la gestion, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le problème pourrait demeurer au niveau de la mobilisation des choses, des recettes. Cette mobilisation qui est toujours faible depuis des années. Oui, mais la mobilisation, vous savez, quand le chef de l'État a pris l'ambition d'avoir un budget de 11 milliards de dollars américains cette année, c'est qu'il y a des initiatives qui sont prises. Donc, la session parlementaire prochaine, le ministre du budget et autres pourra faire l'évaluation. Il y a l'évaluation à MIC-Papou qui se font. Donc, il y a quelqu'un qui fait le monitoring, justement, des entrées par rapport à la prévision, qui peuvent à la hausse, mais déjà, DGDA, ces revenus, si je ne me trompe pas, sont en train d'avancer conformément à leur engagement par rapport au budget. Donc c'est pour dire qu'il y a de l'espoir par rapport aux engagements du chef de l'État cette année et que les choses vont aller conformément à l'engagement budgétaire. Voilà. Alors, je posais une autre sous-question tout à l'heure. Nous sommes passés rapidement. C'est les engagements avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Était-il vraiment nécessaire aujourd'hui qu'on fasse appel à ces institutions? Est-ce que ce n'était pas quand même très tôt, au lieu de recourir au fait à l'assiette locale, à la mobilisation des recettes, comme je disais tout à l'heure? Il y a beaucoup d'argent dans ces pays ici. Il y a beaucoup d'argent. Il est vrai, il y a beaucoup d'argent. Vous savez, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais par moment, on peut avoir des initiatives qui peuvent te produire l'argent, mais pour avoir ce cash, on a du mal. On a du mal à le mobiliser. Il y a l'argent potentiel et du concret de l'argent. Donc, il faut avoir la capacité de transformer le potentiel au concret. Nous sommes potentiellement riches. Mais le concret la richesse, chez nous, le Congo, nous n'en avons pas. Mais pour avoir la capacité de transformer ces potentiels en richesse réelle, on a besoin du cash. Si l'investissement devait être, par exemple, de 15 milliards cash aujourd'hui sortant du trésor public, on n'en aura pas.
Donc, par conséquent, c'est comme une personne qui dit, je vais aller chercher un crédit à la banque et sur base du travail que je veux avoir le crédit, je produis, je ferai des revenus et que ces revenus-là vont me permettre de rembourser le crédit, tout ça. Le pays le plus endetté aujourd'hui du monde, ce sont les États-Unis. Évidemment, les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Le pays le plus endetté. Il a des dettes partout, en Chine, au Japon, partout. Il a des dettes partout. Mais ça n'empêche pas qu'il soit la plus grande puissance mondiale. Être endetté dans les cadres de business, ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une stratégie pour améliorer sa gestion, pour être beaucoup plus efficace. Le grand problème, c'est la discipline dans la gestion. Le grand problème, c'est ce que l'on veut faire de cet argent qu'on a obtenu. Et le grand problème, justement, c'est la manière dont tu vas négocier. Donc, c'est ça le grand problème. Mais le principe en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que si hier, il y a eu de mauvais exemples, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, demain, ça sera toujours les mauvais exemples. Parce que la vision, justement, du chef de l'État, c'est de rentrer dans ce système global qui nous permette, justement, par rapport à ces grands rendez-vous du donneur et des recevoir, qu'on ait suffisamment d'éléments à donner, à offrir les détournements et la corruption sont toujours Voilà là. pourquoi la réforme de la justice a commencé. Et c'est ce travail de la justice. Et les gens vont comprendre maintenant, quand le chef de l'État disait qu'il ne va pas fuiter le passé, fouiner dans le passé, c'est tout simplement parce qu'il voulait que ce travail soit un travail fait par la justice, non pas par lui en tant qu'individu. Maintenant que les responsables de la justice ont été nommés, ont prêté serment, ces personnes-là vont jouer leur rôle pour commencer à fouiner, s'il le faut, le passé, de manière à ce qu'ils puissent ramener tout le monde devant ses responsabilités. Le responsable de certains cas de vol ou de détournement soit sanctionné conformément à la loi. Par quoi, d'après vous, peuvent-ils commencer, tous ces hauts magistrats qui ont été nommés? Le problème est complexe, hein, les problèmes énormes. Déjà, quand ils vont arriver dans leur bureau, ils vont trouver des plaintes, des dossiers déjà prêts. Ça, je suis rassuré de tous les secteurs. Déjà, l'inspecteur... Les sauts des moutons? L'inspecteur, ils ont écrit pour avoir les informations suffisantes auprès du ministre des Finances et tout ça, pour avoir les informations suffisantes par rapport au dossier le plus récent qui est des programmes des 100 jours. Ils ont écrit. Il y a l'inspecteur général de Finances qui avait déposé un rapport auprès du procureur général par rapport à la question de certaines sommes importantes de la République. Donc, il y a des questions clés sur lesquels ces responsables de la justice vont s'y atteler, chacun selon sa responsabilité, pour que la vérité soit éclatée. Une vérité, soit ça va sanctionner positivement ou négativement les uns et les autres, parce que la justice, ce n'est pas que peut-être tous les éléments ne seront pas réunis pour sanctionner X, Y ou Z, mais il faut que la justice se prononce là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers sur la table. Comment jugez-vous les profils? Bon, une question peut-être un peu délicate, mais comment est-ce que vous jugez les profils de tous ces hauts magistrats qui étaient nommés? Vous connaissez peut-être quelques-uns d'entre eux. Vous estimez que c'est des gens professionnellement capables, moralement honnêtes, qui peuvent, en fait, administrer la justice de manière satisfaisante? Bon, d'une manière générale, oui. Vous savez, un bon joueur, un joueur peut être bon, suffisamment entraîné, mais qui a un mauvais entraîneur, il ne produira pas les résultats. Donc, en termes de capacité, il y en a. Ils en ont parce qu'ils suivent, on a donné leur numéro matricule, ils ont suivi l'échelonnement normal de la croissance professionnelle des personnes qui sont censées jouer ce rôle. Ils ont l'expérience nécessaire, ils ont suivi entièrement toutes les étapes. Donc le chef de l'État a autour de lui les services des renseignements le plus efficace, perfectionné du monde, enfin du pays, dont il a toute l'information. Donc ce qui fait que nous considérons, il y a cette confiance au premier degré, qu'ils joueront ce rôle, et le chef de l'État certainement a tablé sur les bonnes personnes. Quand les gens commencent à dire que c'est des personnalités qui sont issues, qui ont été fabriquées dans la moule judiciaire, avec tout ce dont elle est qualifiée aujourd'hui, à savoir la corruption, si on va dans cette logique, c'est-à-dire... pour dire qu'on n'attend pas grand-chose d'eux. Si on va dans cette logique, c'est-à-dire les changements, il faut oublier le mot changement et qu'il ne faut pas compter sur les Congolais, qu'on prenne entre guillemets des personnes qui paraissent beaucoup plus crédibles, qui viennent diriger le Congo. Donc, sur 100 personnes, si 80% de personnes sont mauvaises, il ne manquera pas 20. Même dans l'histoire de la Bible, il y a toujours un reste que Dieu a réservé pour sauver Israël. Donc, c'est pour dire que dans notre pays, dans chaque corporation,
Même si on dit qu'au niveau de la RTNC ou une autre chaîne, les journalistes sont XY corrompus ou quoi, il y a toujours un reste des personnes qui marchent dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Il y a toujours un reste. Je pense que le chef de l'État a travaillé de manière à avoir, si pas la totalité, mais la proximité justement de profils adéquats de manière à ce que le travail puisse se faire. Et aussi l'acte de la prestation des serments. Il y a parmi les personnes qui sont là, ceux qui ont été reconduits, qui étaient avant, mais qui sont revenus. Ouais. Mais le fait de prêter serment devant le chef de l'État aujourd'hui veut dire qu'il y a une rupture avec le passé. Il y a un nouvel engagement qui est pris vis-à-vis d'une nouvelle autorité. Le serment, on en a toujours eu. Oui, mais le serment, c'est un acte hyper important. C'est-à-dire, quand tu prêtes serment, la personne devant qui tu prêtes serment a une responsabilité et cette personne peut te révoquer à tout moment, conformément à la loi. Vous comprenez? Donc, si il y avait des sources en termes de redevance vis-à-vis de qui que ce soit en dehors du système qui te nomme, cela veut dire qu'il y a risque de payer trop cher là-dessus. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit tout à l'heure. Bon, on en a déjà parlé dans la presse plusieurs fois. Y a-t-il, d'après vous, des forces occultes en fait, qui généraient l'action du chef de l'État? C'est fort probable. C'est fort probable. Vous savez, il y a toujours de fous dans un palais royal ou dans une organisation qui veulent se présenter comme des bons enfants ou des enfants qui aiment mieux le père que les autres. Il y a certaines vidéos qui circulent. Quand tu vois la vidéo, tu te dis que ça, c'est un élément qui est monté quelque part dans le sens de détruire l'image, par exemple, du chef de l'État. C'est-à-dire détruire cette image pour quel intérêt? Quand quelqu'un fait une image démontrant les éléments non réels d'une situation avec un argumentaire, aujourd'hui, selon les statistiques, par exemple, l'ancien chef de l'État est devenu plus populaire que l'actuel chef de l'État. Il vous fait entrer dans un débat comme ça. Quel est l'intérêt, justement, d'une vidéo pareille? Vous comprenez? Ici, c'est pour dire quoi? Il y a quelque part, peut-être pas les personnes que nous pouvons avoir dans notre pensée, mais il y a quelque part les personnes qui se retrouvent, qui vont avoir une satisfaction intérieure, personnelle, au cas où le mandat actuel du chef de l'État ne réussissait pas. Ils se disent, si ça ne marche pas, en tout cas, ils vont se sentir un peu consolés pour dire que Bissonio Soto Andenge Moko. Or, au stade actuel, il ne faut pas avoir ce genre de pensée parce que si on aime son pays, si on aime sa population, on va dire qu'on est dans un système de continuité, dans le sens de jeu de relais. Quand je parle de la continuité, ce n'est pas du système, mais c'est dans le sens de jeu de relais. Moi, je fais ma part, une autre personne qui vient va peut-être faire ses réformes, mais va continuer. Après lui ou elle, il y aura une autre personne qui viendra qui jouera ce rôle. Mais je suis rassuré, convaincu qu'il y a dans des salons des attitudes, des comportements qui vont dans le sens de nuire. Voilà pourquoi le chef de l'État lui-même l'a déclaré, a dit qui que ce soit qui sera identifié, même si c'est une institution qui s'appellerait l'Assemblée nationale, qui se présente comme un obstacle à mon action, je serai à mesure de dissoudre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne veux pas laisser qui que ce soit à s'opposer à l'action que je suis en train de poser pour l'intérêt du peuple congolais. Donc il va combattre l'impunité. Il va combattre l'impunité jusqu'au bout. Et s'il faut sanctionner, il va le faire jusqu'au bout. Là, il n'a pas marché, il ne marche pas le mot. Il va le faire jusqu'au bout. Alors, optimisme, d'accord, je suis très content de vous entendre parler, mais aujourd'hui, si on vous demandait de faire la balance des choses, quelles sont les forces et les faiblesses du régime actuel? Bon, les faiblesses, c'est une question assez pertinente. Les forces, si je dois, c'est d'abord cet engagement, un plan clair. Le chef de l'État, quand il fait son discours, il communique pour ramener l'ensemble de la population vers une destinée claire, déjà tracée. Ça c'est un point très fort parce que l'ensemble de la population, dans la matérialisation d'une vision, les leaders doivent avoir une vision claire pour communiquer
à l'ensemble de la population et de son équipe. Là, c'est déjà un grand point fort. Et la discipline dans la gestion, tout le monde sent l'impulsion, cette volonté qui part de leader. La faiblesse, je parle seulement d'un point. La faiblesse, c'est l'écart maintenant qu'il y a entre les leaders et les personnes qui sont censées matérialiser. Dans cet écart, il y a des personnes qui ne croient pas encore à ce que le chef de l'État est en train de dire. C'est-à-dire, ils se retrouvent là, mais sans pour autant être totalement dans la vision. Vous savez, il y a même à l'église des personnes qui sont là, une responsabilité, mais quand on parle de la guérison, ils ne croient pas que la guérison peut arriver. Donc, ils ne croient même pas. Il y a des réalités comme ça. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui sont des accompagnateurs dans le sens, c'est une opportunité, je retrouve quelque chose, je mets également dans la poche. Donc, ils travaillent pour le ventre. Évidemment, il y a des personnes qui croient également à la vision du chef de l'État, qui peut-être constitue une minorité. Donc, c'est peut-être à ces niveaux quelques faiblesses, mais l'impulsion de la force du chef de l'État va faire à ce que, avec toutes les réformes qui sont en train d'être mises, qui sont en train d'être faites par rapport au système judiciaire et autres, vont faire à ce que les éléments négatifs vont facilement être mis à côté de manière à ce que la machine puisse se tourner pour l'intérêt de l'ensemble. Alors, puisqu'il faut aller de l'avant, et aujourd'hui, il nous reste encore 5 minutes, alors, comment remédier à ces faiblesses et consolider les acquis? Non, remédier à la faiblesse, c'est l'homme qui devra changer. On te dit de faire, on te donne 100 000 $, exécute telle chose, fais conformément aux 100 000 $. Ton rôle est de signer ce papier, le faire passer là-bas pendant, dans le 5 minutes, signe le papier et fais-le passer. Ne te rend pas plus important pour qu'avant de signer le papier, tu demandes à quelqu'un, donne-moi 1000 francs pour que je signe ton papier. Question de mentalité. Vous savez, il y a les changements de mentalité qui doivent être faits. Aujourd'hui, les problèmes de mentalité est tellement profond et qu'on a du mal à bâtir certaines choses parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans un carré, une perception, qui ne croient même plus que quelque chose de bien peut se faire. Vous comprenez? Donc, il y a un travail de fond à faire là-dessus, la discipline dans l'organisation et mettre le personne dans les conditions minimales qui puissent permettre à ce que la réflexion humaine vienne. Vous savez qu'il y a certaines attitudes qui naissent à cause de la pauvreté. La pauvreté fait naître beaucoup d'éléments négatifs dans la vie de qui que ce soit. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans son programme, dans sa vision, il place d'abord l'homme au centre. Parce qu'une fois que l'homme est mis dans les conditions de produire, la valorisation de l'homme est faite, cet homme-là, il y a beaucoup de choses qui vont partir. Aujourd'hui, si un bus arrive, on voit les gens courir suivre le bus. Mais vous croyez vraiment que si il y a suffisamment de routes et qu'il y a suffisamment de bus, le premier jour, les gens vont courir. Quand ils vont courir 5 minutes après, ils voient un autre bus venir. Je vous rassure, le lendemain, personne ne courra. Parce qu'il sait que 5 minutes après, il y aura un autre bus. Parce que les conditions se sont améliorées et les mauvaises habitudes vont partir avec l'amélioration des conditions. Et c'est dans cette vision qu'est le chef de l'État, justement. Il y a des choses qui vont partir rien que dans l'amélioration des conditions de l'homme. Et cette année, il s'est engagé pour qu'il y ait des actions concrètes, de manière à ce que ces conditions, progressivement, s'améliorent année après année et que finalement, le peuple se retrouve dans la joie épanouie. L'image du pays à l'extérieur, l'image est très positive. Elle a changé? Totalement changé, en tout cas 60-70%. Totalement changé. Vous savez, ça fait plus de 40 ans, plusieurs années, qu'aujourd'hui, on gère une institution comme l'Union africaine. Même des responsabilités mineures au niveau des organismes internationaux, on n'était plus là. Mais l'année prochaine, le Congo va diriger l'Union africaine. C'est une grande... Et qu'est-ce qu'on en tirera comme bénéfice? Non, il y a beaucoup de bénéfices qui vont être tirés. Vous savez, aujourd'hui, la question de la guerre, par exemple, ou la question des intérêts entre frontières, c'est une question réelle. Déjà au niveau de l'Union africaine, si nous arrivons à avoir un engagement par rapport à cette question de vente de minerais, passage de minerais d'un État, le minerai venant de la guerre vers un autre, il y a des traités comme ça qui sont signés. Il y a beaucoup de choses qui vont, d'une manière générale, qui n'auront plus d'impact, qui n'auront plus de force, parce qu'aucun État, il y a des décisions que l'on peut prendre facilement en tant qu'Union européenne, qu'en tant que responsable d'une nation. Donc, si comme il sera président de la RDC,
le président de de l'Union l'Union africaine. Donc, il y a facilité qu'il puisse faire passer le loi d'abord qui sécurise la RDC ainsi que d'autres pays dans le même problème au niveau de l'Afrique et le sceller au niveau international. Donc, ça, c'est déjà un élément important. Et sa vision qu'il a présentée, la RDC comme une terre d'opportunité, il peut la partager avec d'autres États pour qu'ils puissent avoir la même perception de choses. Que nous ne soyons plus cette Afrique qui va à tout moment pleurer et demander, mais cette Afrique qui lève l'option de se lever, valoriser tout ce qu'il a, de manière à ce qu'elle soit responsable et bâtir son avenir. Donc, je pense que cette impulsion-là, qui est en train de se faire en RDC, va également impacter le pays d'Afrique, surtout de l'Afrique centrale, l'Afrique noire ou francophone, parce que l'Afrique anglophone, un peu du nord, ils ont un peu de l'avance. Donc, ça va impacter. Donc, vous comprenez qu'il y aura vraiment un impact réel. Alors, monsieur Fiyou, je sais que vous n'êtes pas de l'UDPS, mais votre parti est quand même proche du parti présidentiel, qui venait de fêter ses 38 ans d'existence. Est-ce que vous avez estimé, je sais que c'est un peu difficile pour vous, mais vous êtes quand même un homme politique, vous avez une tête, est-ce que vous estimez que ce parti a fait du chemin depuis son existence? Absolument. Et que le chemin, le nouveau chemin qu'il doit suivre est tout à fait balisé pour de nouveaux horizons? J'ai fait un tweet quand j'ai... au lendemain, le jour même du meeting au stade de Martyrs, j'ai fait un tweet disant que nous devons avoir beaucoup de respect pour ce parti de l'UDPS. J'étais présent pendant la cérémonie, j'ai assisté, j'ai suivi tous les discours et j'ai vu le comportement de l'ensemble de combattants qui étaient au stade. Il n'y a pas un parti au jour d'aujourd'hui qui peut, je ne mâche pas mes mots, comparer à ce grand parti qu'est l'UDPS. Il n'y a pas. Donc, j'ai vu l'engagement, le courage, la détermination. Pendant qu'ils chantaient leur hymne, j'ai eu des frissons. Ils chantaient avec engagement, détermination. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les 36 ans ou 37 ans de lutte qu'ils ont fait, mais aujourd'hui, si on parle de la démocratie, c'est le courage de l'UDPS-là. Nous savons, de la conférence nationale, avant les 13 parlementaires et autres, c'est le courage qu'a fait ces gens-là. Et aujourd'hui, si nous parlons de la constance même dans la vie politique, on voit l'exemple du président Etienne Tshisekedi. Si nous voyons, on parle de l'état des droits, si nous voyons de la non-violence même dans les actions, il pouvait prendre les armes comme tous les autres, mais il n'a pas fait. Il a fait une lutte non-violente. Donc, ce sont des valeurs que ce parti a défendues, qui ne sont pas à confondre avec certains individus qui peuvent avoir des comportements de telle ou telle autre manière, mais le parti a défendu des valeurs. Une certaine opinion estime que le parti est en train de se glisser vers le parti État. Non, en fait, on va... certains comportements... oui, mais la loi est là. Vous savez, tout le monde aujourd'hui peut crier, moi, à mon parti, les gens peuvent chanter pour dire que nous te voulons président à vie. On ne les empêche pas, c'est la démocratie, c'est leur façon de voir. Mais la loi existe. Vous savez, la loi existe. Il y a par exemple l'article 220 de la Constitution qui parle de certains articles qui ne peuvent pas être révisés. La loi existe. Il faut que les gens arrivent à faire la part des choses, les acteurs politiques, entre l'animation, les slogans politiques qui se font dans nos états-majors et la réalité de la vie politique. Donc, on ne peut pas empêcher les gens dans une ambiance de la démocratie se faire plaisir en disant, en criant, en exprimant leurs souhaits. Mais ces souhaits devront être confrontés à la réalité de la loi et des règles de la démocratie. Donc, pour moi, aujourd'hui, je salue vraiment les 38 ans de l'UDPS, qui est un parcours extraordinaire, exceptionnel, et avec une année de l'alternance, c'est vraiment un encouragement à le faire. Voilà, Fiyou Ndondoboni, on a complètement terminé. Le Congolais doit s'attendre à quoi demain? Le message que je fais, c'est un message d'espoir. Un grand message d'espoir en fonction de notre identité en tant que nation. Nous ne sommes pas n'importe quelle nation, nous sommes une nation forte, puissante au cœur de l'Afrique. Le Congo est une nation grande et puissante. Et face à cette grandeur, nous avons un leadership qui veut aligner notre nation à la dimension de la grandeur de notre Congo. L'unique chose à faire, c'est de croire en notre avenir, c'est de croire en ce qui est en train de se faire et garder l'espoir parce que le chef de l'État s'est engagé d'une manière personnelle
et avec l'impulsion auprès de toutes les institutions pour que le rêve qu'il a toujours eu pour le Congo, bâtir un état de droit, l'état de droit et l'environnement de cet homme, son développement puisse se concrétiser de manière à ce que chaque Congolais conserve la dignité et la fierté de vivre en tant que Congolais appartenant à cette grande nation. Merci pour cette conclusion morale, j'appelle ça comme ça, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.